Salut à toutes et à tous, c'est Goku et aujourd'hui on s'attaque à un entraînement d'un nouveau genre, un cours complet sur Java, l'un des langages de programmation les plus utilisés au monde. Pas besoin de super pouvoirs pour le suivre, on part de zéro, absolument aucune connaissance n'est requise et en 20 minutes vous aurez toutes les bases pour écrire vos premiers vrais programmes et comprendre le code des autres. Un conseil avant de commencer, gardez un éditeur ouvert à côté de la vidéo et tapez chaque exemple en même temps que moi. Mettez pause autant de fois que nécessaire. Au programme de cet entraînement intensif, l'histoire de Java et pourquoi il est partout, la machine virtuelle et le bytecode, votre tout premier programme, les variables, les conditions et les boucles, les tableaux et les méthodes, puis le gros morceau, la programmation orientée objet, avec les classes, l'héritage et les interfaces. On terminera avec les collections et la gestion des erreurs, alors échauffez-vous les doigts, installez-vous confortablement devant votre clavier, c'est parti. Commençons par l'histoire. En 1991, chez Sun Microsystems, une petite équipe menée par James Gosling travaille sur un langage pour la télévision interactive, d'abord appelé Hawk. Le projet évolue et en 1995, le langage est officiellement lancé sous le nom de Java, en référence au café que buvaient ses créateurs. Son slogan « Écrire une fois, exécuter partout ». À l'époque, c'est une révolution, les autres langages doivent être recompilés pour chaque type de machine, alors que Java promet le même programme partout, sans changer une seule ligne. En 2010, Sun Microsystems est racheté par Oracle, qui développe le langage depuis. Et aujourd'hui, Java est partout, les applications Android, le jeu Minecraft, les serveurs des banques et des assurances, les sites de commerce en ligne et d'immenses applications d'entreprise avec le framework Spring. On estime que des milliards d'appareils exécutent du Java. C'est aussi l'un des langages les plus demandés sur le marché de l'emploi année après année. Apprendre Java, c'est donc ouvrir la porte d'un univers professionnel gigantesque. Et bonne nouvelle, le langage est gratuit et tout ce qu'on voit aujourd'hui fonctionne sur n'importe quel ordinateur. Mais comment Java tient-il sa promesse d'être exécuté partout? Grâce à une idée géniale, la machine virtuelle Java, la fameuse GVM. Regardez le schéma. Vous écrivez votre code source dans un fichier .java, lisible par un humain. Le compilateur appelé JavaC le traduit en bytecode, un langage intermédiaire stocké dans un fichier .class. Ce bytecode n'est pas destiné directement à votre processeur. Il est exécuté par la machine virtuelle. Et comme il existe une machine virtuelle pour Windows, une pour Mac, une pour Linux, le même bytecode tourne partout sans modification. Pour développer, vous installez le JDK, le kit de développement Java, qui contient le compilateur et tous les outils. Dernier atout, le garbage collector, le ramasse-miettes, qui libère automatiquement la mémoire des objets inutilisés. Pas besoin de la gérer à la main, Java s'en occupe pour vous. Retenez bien la chaîne complète, le fichier .java, le compilateur JavaC, le bytecode .class et la machine virtuelle qui l'exécute. Ce vocabulaire revient dans tous les entretiens d'embauche, alors gravez-le dans votre mémoire. Place à votre premier programme. Le grand classique, afficher bonjour à l'écran. Regardez ce code. Tout programme Java vit dans une classe. Ici, la classe s'appelle bonjour, déclarée avec le mot-clé classe, et son nom doit correspondre au nom du fichier. À l'intérieur, la méthode main, c'est le point d'entrée, la première chose que la machine virtuelle exécute. Sa signature public static void main est toujours la même, apprenez-la par cœur. Dans le corps de la méthode, l'instruction system.out.println affiche un texte à l'écran, puis passe à la ligne. Notez les détails qui comptent. Chaque instruction se termine par un point-virgule, et les accolades délimitent les blocs de code. Pour lancer le programme, on compile avec JavaC, puis on exécute avec la commande Java. Et voilà, bonjour s'affiche. Votre premier programme Java fonctionne. Un dernier détail avant de continuer, deux barres obliques introduisent un commentaire, une note destinée aux humains, que le compilateur ignore complètement. Prenez l'habitude de commenter votre code dès le début, votre futur vous dira merci. Pour écrire des programmes utiles, il faut stocker des données, c'est le rôle des variables. Imaginez une boîte étiquetée, la variable a un nom, un type et une valeur. En Java, on déclare d'abord le type, puis le nom, puis la valeur. Les types fondamentaux, appelés types primitifs, sont à connaître absolument. Le type int stocke un nombre entier comme 42, le type double stocke un nombre à virgule comme 3,14, le type char stocke un seul caractère, et le type boolean stocke une valeur booléenne, vrai ou faux, rien d'autre. Pour le texte, on utilise string, la chaîne de caractères, qui s'écrit entre guillemets double. Attention, Java est un langage à typage statique. Une fois déclaré avec un type, une variable ne peut pas en changer, c'est une contrainte, mais c'est aussi une protection. Le compilateur détecte les erreurs avant même que le programme ne tourne.
Petite précision utile, Java convertit tout seul un entier vers un double car on ne perd aucune information. Dans l'autre sens, il faut le demander explicitement, c'est le transtypage, le fameux cast. Un dernier conseil de pro, donnez à vos variables des noms clairs comme âge ou prix total. Le code se lit alors comme une phrase. Maintenant que nous avons des variables, faisons-les travailler avec les opérateurs. D'abord les opérateurs arithmétiques, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo qui donnent le reste de la division entière. Très pratique pour savoir si un nombre est pair. Les raccourcis plus plus et moins incrémentent ou décrémentent une variable d'une unité. Ensuite, les opérateurs de comparaison égal teste l'égalité, point d'exclamation égale teste la différence, et on retrouve aussi strictement inférieur, strictement supérieur et leur version large. Le résultat d'une comparaison est toujours une valeur booléenne. Enfin, les opérateurs logiques combinent les conditions. Le et logique écrit avec deux esperluettes, le ou logique écrit avec deux barres verticales et la négation. Un piège célèbre pour finir, pour comparer deux chaînes de caractères, n'utilisez jamais égal. Utilisez la méthode equals qui compare le contenu et non l'adresse en mémoire. Un mot sur les priorités, comme en mathématiques, la multiplication et la division passent avant l'addition et la soustraction. En cas de doute, ajoutez des parenthèses, elles ne coûtent rien et elles rendent le code limpide pour tout le monde. Un programme intelligent doit prendre des décisions. C'est le rôle des structures conditionnelles. La plus importante, le if. Si la condition entre parenthèses est vraie, le bloc s'exécute. Sinon, on passe au else if suivant, et si rien ne correspond, c'est le bloc else qui prend le relais. Regardez l'exemple. Selon la valeur de la note, le programme affiche une mention différente. Si la note est supérieure ou égale à 16, mention très bien. Sinon, si elle est supérieure ou égale à 14, mention bien, et ainsi de suite. Les conditions sont évaluées dans l'ordre, de haut en bas, et une seule branche s'exécute. Quand on compare une même variable à plusieurs valeurs précises, le switch est plus lisible. Chaque case correspond à une valeur. Le mot-clé break empêche de continuer vers le cas suivant, et default attrape tous les autres cas. Retenez if pour les intervalles et les conditions complexes, switch pour les valeurs précises. Et un réflexe à prendre tout de suite, gardez les accolades même pour une seule instruction. Elles évitent des erreurs sournoises le jour où l'on ajoute une deuxième ligne dans le bloc. Répéter une action des centaines de fois sans se fatiguer, voilà la vraie force d'un programme, c'est le rôle des boucles. La boucle for est la plus utilisée quand on connaît le nombre de répétitions. Elle tient en 3 parties. L'initialisation, par exemple, est égale 0, la condition de poursuite est strictement inférieure à 5, et l'incrémentation I++. Regardez l'animation, le compteur démarre à 0, le bloc s'exécute, le compteur augmente, et on recommence tant que la condition est vraie. La boucle while, elle, répète tant qu'une condition est vraie sans compter à l'avance, parfaite quand on ignore le nombre de tours. Sa cousine de while exécute le bloc au moins une fois car la condition est testée après. 2 mots-clés pour piloter tout ça, break sort immédiatement de la boucle et continue saute directement au tour suivant. Attention au piège classique, si la condition reste toujours vraie, la boucle devient infinie et le programme ne s'arrête plus. Petit exercice mental pour vérifier que vous suivez, combien de lignes affiche notre boucle for? 5 exactement pour i égale 0, 1, 2, 3 et 4. Quand i atteint 5, la condition devient fausse et la boucle s'arrête proprement. Pour stocker plusieurs valeurs du même type, Java propose les tableaux. Un tableau, c'est une rangée de cases numérotées, toutes du même type, et dont la taille est fixée une fois pour toutes à la création. On le déclare avec le type suivi de crochet, et on le crée avec le mot-clé new en précisant la taille. Point capital qui piège tous les débutants, la numérotation commence à 0. Dans un tableau de 5 cases, la première case porte l'indice 0 et la dernière l'indice 4, c'est-à-dire la taille -1. Pour lire ou modifier une case, on utilise son indice entre crochets. L'attribut longueur du tableau, écrit point length à l'écran, donne sa taille. Pour parcourir toutes les cases, la boucle for classique fait merveille. Et si vous voulez simplement lire chaque élément, la boucle for améliorée, dite for each, est encore plus simple. Pour chaque valeur dans le tableau, faire ceci. Dernier avertissement, accéder à l'indice 5 d'un tableau de 5 cases déclenche une erreur à l'exécution. Cette erreur porte un nom que vous croiserez souvent, l'exception d'indice hors limite. Java préfère arrêter le programme plutôt que de lire une zone mémoire interdite, et croyez-moi, c'est une excellente chose pour la sécurité de vos applications. Quand un programme grandit, on ne peut pas tout écrire dans le main. On découpe le code en méthodes, des blocs réutilisables qui portent un nom. Une méthode se définit par sa signature.
D'abord le type de retour, int si elle renvoie un entier, void si elle ne renvoie rien. Puis son nom et entre parenthèses ses paramètres, c'est-à-dire les données qu'elle reçoit. Regardez l'exemple, la méthode addition reçoit deux entiers A et B et renvoie leur somme grâce au mot-clé return. Pour l'utiliser, on l'appelle par son nom en fournissant les arguments. Addition de 3 et 4 renvoie 7, qu'on peut ranger dans une variable. Les bénéfices sont énormes, le code est écrit une seule fois, testable séparément et lisible comme une phrase. Dernier concept, la surcharge. Java autorise plusieurs méthodes du même nom si leurs paramètres diffèrent. Une addition à deux entiers et une addition à trois entiers peuvent cohabiter. Le compilateur choisit la bonne selon l'appel. Et la règle d'or pour bien découper, une méthode, une responsabilité. Si vous ne pouvez pas résumer ce qu'elle fait en une seule phrase, c'est qu'elle en fait trop. Coupez-la en deux. Nous arrivons au cœur de Java. La programmation orientée objet. L'idée. Organiser le programme comme le monde réel, avec des objets qui ont des caractéristiques et des comportements. Tout part de la classe. Une classe, c'est un plan de construction, un moule. Regardez la classe voiture. Elle déclare deux attributs, la marque et la vitesse, qui décrivent l'état, et une méthode accélérée qui décrit le comportement. La classe ne fait rien toute seule, c'est un plan. Pour construire une voiture réelle, on crée un objet avec le mot-clé new. Chaque objet créé est une instance de la classe avec ses propres valeurs. Regardez, la première voiture est une Renault qui roule à 50, la seconde une Toyota qui roule à 30. Quand on appelle accélérer sur la première, seule sa vitesse change. Les deux objets vivent leur vie indépendamment. Retenez cette image, la classe est le moule à gâteau, les objets sont les gâteaux. Vous entendrez aussi le mot instantiation. C'est simplement l'action de créer un objet à partir d'une classe avec le mot-clé new. Une seule classe, des milliers d'objets possibles, voilà la force du modèle. Comment donner de bonnes valeurs de départ à un objet? Avec le constructeur, une méthode spéciale qui porte exactement le nom de la classe et qui n'a aucun type de retour, pas même void. Il est appelé automatiquement au moment du new. Dans ces parenthèses, on reçoit les valeurs initiales et on les range dans les attributs. Le mot-clé 10 écrit THIS à l'écran désigne l'objet courant. Il distingue l'attribut du paramètre quand il porte le même nom. Deuxième pilier de cette scène, l'encapsulation. Le principe, on déclare les attributs en accès privé avec le mot-clé private pour interdire l'accès direct depuis l'extérieur. Et on ouvre un guichet contrôlé, les accesseurs. Un getter renvoie la valeur d'un attribut, un setter la modifie, en vérifiant au passage qu'elle est valide. Regardez, le setter de vitesse refuse les valeurs négatives. Voilà tout l'intérêt. L'objet protège son état interne, et personne ne peut le mettre dans une situation absurde. Cette discipline paye immédiatement. Si un bug apparaît sur la vitesse, vous savez que tout passe par le setter. Un seul endroit à surveiller au lieu de chercher dans tout le programme. Deuxième pilier de l'orienté objet, l'héritage. L'idée est naturelle. Un chien est un animal, un chat aussi. Plutôt que de tout réécrire, on crée une classe animale avec ce qui est commun, le nom et la méthode manger, puis des classes chien et chat qui en héritent grâce au mot-clé extins. La sous-classe reçoit automatiquement tous les attributs et toutes les méthodes de la classe mère et peut ajouter les siens. Le mot-clé super permet d'appeler le constructeur ou les méthodes du parent. Une sous-classe peut aussi redéfinir une méthode héritée pour changer son comportement, c'est la redéfinition, marquée par la notation override. Ici, la méthode crier renvoie waf pour le chien et miaou pour le chat. Et voici la magie du polymorphisme. Une variable de type animal peut contenir un chien ou un chat. Quand on appelle crier, Java choisit automatiquement à l'exécution la version de l'objet réel. Le même code produit des comportements différents. C'est l'un des outils les plus puissants de Java. Un conseil quand même, n'héritez que s'il existe une vraie relation éteinte. Un chien est un animal, parfait, mais une voiture n'est pas un moteur, elle en contient un. Et ça, c'est de la composition. Dernier pilier de l'orienté objet, l'interface. Une interface, c'est un contrat. Elle déclare des signatures de méthode sans aucun code. Elle dit ce qu'une classe doit savoir faire, mais pas comment. Regardez l'interface volant. Elle exige une seule méthode, voler. La classe oiseau et la classe avion signent ce contrat avec le mot-clé implément et chacune écrit sa propre version de voler. Un oiseau bat des ailes, un avion allume ses réacteurs. Quelle différence avec l'héritage? Une classe ne peut hériter que d'une seule classe mère, mais elle peut implémenter autant d'interfaces qu'elle veut. Un avion peut être à la fois volant et motorisé.
Et le polymorphisme fonctionne à merveille. Une liste de volants peut contenir des oiseaux et des avions, et chacun vole à sa façon. Précision moderne, depuis Java 8, une interface peut fournir des méthodes par défaut avec une implémentation. Mais l'esprit reste le même, l'interface définit le contrat, la classe fournit le travail. Dans le monde professionnel, les interfaces sont partout. Elles permettent de remplacer une implémentation par une autre sans toucher au reste du programme. C'est la clé des applications faciles à tester et à faire évoluer. Les tableaux sont rigides, leur taille est fixée à la création. Pour des données qui grandissent et rétrécissent, Java fournit les collections. La star, c'est l'arraylist écrite arraylist à l'écran, une liste dynamique qui s'agrandit toute seule. On ajoute avec la méthode add, on lit avec get en donnant l'indice, on connaît le nombre d'éléments avec size, et on supprime avec remove. Notez les chevrons dans la déclaration, ils précisent le type des éléments, ici des chaînes de caractères. C'est ce qu'on appelle les types génériques. Le compilateur garantit que la liste ne contiendra que des strings. Deuxième structure essentielle, la hashmap, écrite appmap, qui associe des clés à des valeurs, comme un dictionnaire. On range une association avec la méthode put, écrite PUT à l'écran. La clé pomme donne la valeur rouge. On retrouve une valeur instantanément avec get. Parfait pour un annuaire, un inventaire, un système de score. Liste pour les séquences, map pour les associations. Avec ces deux outils, vous couvrez l'immense majorité des besoins. Et pour parcourir une collection, la boucle for each fonctionne exactement comme pour les tableaux. Pour chaque élément de la liste, faire ceci. Simple, lisible, efficace. Dernier entraînement technique, la gestion des erreurs. Même un code bien écrit affronte des imprévus. Un fichier absent, une division par zéro, un objet nul qu'on essaye d'utiliser, la célèbre null pointer exception. Sans protection, le programme s'arrête brutalement. Java propose un mécanisme élégant, les exceptions, le principe. On place le code risqué dans un bloc try. Si tout se passe bien, le bloc s'exécute normalement. Si une erreur survient, Java fabrique un objet exception et le lance. Le bloc catch l'attrape alors au vol et exécute le code de secours, afficher un message clair, réessayer ou enregistrer l'incident. Le programme continue de vivre au lieu de planter. Regardez l'exemple. La division par zéro déclenche une exception arithmétique, le catch l'intercepte et affiche division impossible. On peut ajouter un bloc finally écrit F-I-N-A-L-L-Y qui s'exécute dans tous les cas, erreur ou pas, idéal pour fermer un fichier ou une connexion. Gérer ces erreurs proprement, c'est ce qui distingue un programme fragile d'un programme professionnel. Sachez enfin que les exceptions sont organisées en familles de classes qui héritent les unes des autres. La boucle est bouclée avec ce que nous venons d'apprendre. Un catch peut viser une erreur précise ou attraper toute une famille d'un coup. Félicitations, vous avez survécu à l'entraînement complet. Regardez le chemin parcouru. Vous savez d'où vient Java et comment la machine virtuelle exécute le bytecode partout. Vous savez écrire un programme avec sa méthode main, déclarer des variables typées, les combiner avec les opérateurs, décider avec if et switch, répéter avec for et while. Vous savez ranger des données dans des tableaux, des arraylists et des hashmaps, découper votre code en méthodes. Et surtout, penser objets des classes qui encapsulent leur état, des constructeurs, l'héritage, le polymorphisme et les interfaces. Et vos programmes savent encaisser les erreurs avec try et catch. Mes conseils pour la suite, c'est comme la musculation, la régularité avant tout. Codez tous les jours, même 15 minutes. Recopiez les exemples, cassez-les, réparez-les. Lisez les messages d'erreur, ils disent presque toujours la vérité. Puis lancez-vous un petit projet, une calculatrice, un gestionnaire de tâches, un petit jeu en mode texte. Quand vous bloquez, cherchez la documentation officielle et les forums regorgent de réponses. Et si une notion reste floue, revenez simplement au chapitre concerné. La vidéo est découpée pour ça. Personne ne maîtrise Java en une seule séance, pas même en s'entraînant avec la gravité multipliée par 100. C'est en forgeant qu'on devient développeur. Et voilà, l'entraînement est terminé. Vous venez d'acquérir les fondations complètes du langage Java, la syntaxe, les structures de contrôle et toute la programmation orientée objet. Soyez fiers de vous, peu de gens tiennent 20 minutes à ce rythme. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et partagez-la autour de vous. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail et de faire grandir la communauté. Dans la prochaine vidéo, on passera au niveau supérieur avec le framework Spring, l'outil que toutes les entreprises utilisent pour construire leurs applications Java. D'ici là, entraînez-vous, codez sans relâche et surtout amusez-vous. Allez, à la prochaine.